À la une de l'actualité sportive, 7 jours déjà que la flamme olympique brûle à Rio, plus de 10 000 athlètes s'affrontent dans la course aux médailles. Aujourd'hui, à 16 h, une Ivoirienne en lice, Talita Marie Teflan pour les 800 mètres nage libre. L'actualité, c'est aussi l'état de ce véhicule, un véhicule endommagé. Il a plus de 50 ans, il est même appelé cercueil roulant parce qu'il sert toujours de moyen de déplacement. Cela se passe entre Bundiali et Kouto dans la région de la Bagoui. Et puis, présidentiel test sur fond de crise économique en Zambie. Près de 7 millions de Zambiens votent ce jeudi pour élire leur président après une campagne émaillée d'incidents violents. Bonjour à tous. Ouvrons directement par les JO. 7 jours déjà que la flamme olympique brûle à Rio, plus de 10 000 athlètes s'affrontent dans la course aux médailles. Sur le coup de 16 h ce soir, une Ivoirienne va entrer en lice. Son nom, Talita Marie Teflan. Elle défendra les couleurs ivoiriennes dans les 800 mètres nage libre. Notre envoyé spécial à Rio, Sébastien Ouyen, l'a rencontré. Regardez. Talita Marie Teflan, de la Côte d'Ivoire, spécialiste du 800 mètres nage libre dames, sera alignée au Pro 5 ce jeudi 11 août 2016. Pour sa première grande compétition, elle se dit un peu stressée, mais elle n'a pas le choix, il faut se battre. I want to do my best. I hope to... Elle va se battre et donner le meilleur d'elle-même. Et ensuite essayer de battre sa propre performance et de battre aussi le record national. Voilà, ce sont ses objectifs à ces Jeux. Elle espère qu'avec ces Jeux de Rio, les jeunes Ivoiriens vont s'intéresser davantage à la natation. Il faut qu'on accorde plus d'importance à cette discipline en Côte d'Ivoire. Avoir une médaille n'est pas chose impossible. Cependant, il faut être réaliste. Vu les forces en présence, ça ne va pas être facile. Talita sera face à Areva de la Russie, Valérie Creuset du Guatemala, Eva Ristov de la Hongrie, Tamila Oloub du Portugal. Et pour être plus complet sur le sujet, rappelons que Talita Teflan est bien connue des bassins italiens. Depuis mai dernier, elle est détentrice de 3 records africains, le 200 mètres, le 400 mètres et le 800 mètres nage libre. C'était au championnat d'Afrique de natation à Dakar où elle a raflé 5 médailles d'or. Dans l'actualité également, ce séminaire initié par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à l'École nationale de police. Il porte sur la mise en œuvre de la loi de programmation de la sécurité intérieure 2016-2020. On fait le point avec Hamza Diaby. Conformément à la volonté du président Alassane Ouattara de doter la Côte d'Ivoire d'institutions fortes et de réformer en profondeur les forces de sécurité, ce séminaire sur la mise en œuvre de la loi de programmation de la sécurité intérieure 2016-2020 a lieu depuis ce mercredi. L'atelier qui nous réunit ce matin vise à donc regarder dans les actions qui sont prévues dans la loi de programmation à prioriser les activités. Compte tenu de la modicité des moyens, il faut prendre des décisions, prioriser les activités. Et c'est donc ce travail-là que l'atelier est appelé à faire. Le projet de loi sur la programmation de sécurité intérieure a été voté en janvier dernier à l'Assemblée nationale, un mois après le vote de la loi de finances. Elle n'a pu être donc mise en œuvre en 2016. Le présent atelier en tiendra compte dans la prévision des activités de 2017 à 2020. Le général Lanciné Cissé a réaffirmé au nom du ministre d'État Ahmed Bakayoko la ferme volonté du gouvernement de faire de la police nationale une police moderne engagée dans la protection des citoyens. Et ce séminaire sur la mise en œuvre de la loi de programmation de la sécurité intérieure 2016-2020 prend fin demain, vendredi.
Et puis au niveau agricole, le projet Propacom, le projet d'appui à l'agriculture et à la commercialisation, a été présenté aux producteurs de Béré. À Mankono, chef-lieu de cette région, il a été question de l'adhésion des producteurs à ce projet qui va leur permettre de sortir de la pauvreté, nous dit Eugène Atoubé. Le temps d'une rencontre, les présidentes de groupements de femmes, les responsables des coopératives de la filière manioc et les présidents de groupements de jeunes de la région du Béré se sont fait une idée claire de ce qu'ils gagneront à s'organiser. Face à eux, pour les éclairer, le chef d'antenne du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation de Séguéla. Information majeure, le Propacom leur apportera son appui dans la perspective de l'amélioration de la sécurité alimentaire. Propacom Ouest, qui comprend l'antenne de Séguéla et l'antenne de Ma, a un financement de 29 milliards. L'objectif, c'est la réduction de la pauvreté. Et c'est à eux de s'approprier le projet pour pouvoir nourrir la population. Je voudrais donc demander à tous les producteurs qui sont dans les groupements qu'on a sélectionnés de s'apprêter. Les semences sont déjà arrivées. Cette semaine, nous allons procéder à la distribution des semences et donc du matériel de culture pour que les opérations de mise en place puissent démarrer rapidement. Le projet Propacom est financé par le FIDA, Fonds international pour le développement de l'agriculture, et appuyé au plan technique par l'ANADER. Les bénéficiaires sont les groupements agricoles de femmes et de jeunes opérant dans les secteurs riz, maïs, manioc et maraîcher de la zone nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Environnement, lui, se dote d'un comité de développement durable. Ce comité est composé de 35 cellules et de 105 personnes réparties dans toutes les directions du ministère. Sa mission, sensibiliser les agents sur les enjeux du développement durable et adopter des comportements appropriés. Konaté Moussa. Adoptée en juin 2014, la loi d'orientation sur le développement durable prévoit la création d'un comité de développement durable dans toutes les institutions publiques, privées ou sociétés civiles. Suivant cette mesure, le ministère de l'Environnement et du Développement durable se dote d'un comité de développement durable. Sa mission, sensibiliser les agents sur les enjeux du développement durable et à adopter les comportements appropriés. Et une fois que ces agents, mais qui en réalité sont des citoyens, auront acquis en milieu professionnel les gestes qui conviennent, on est sûr qu'en milieu domestique, donc au niveau de leur maison, ces mêmes citoyens, antérieurement des agents, vont adopter les gestes qui conviennent. Et par effet d'osmose, toutes les familles, les voisins vont également adopter ces gestes-là, de telle sorte qu'on améliore les chances d'asseoir ou bien d'établir une société ayant un comportement beaucoup plus durable. Ce comité est composé de 35 cellules et 105 agents répartis dans toutes les directions du ministère. Il est présidé par le Dr Rémi Alakwadio. Les comités de développement durable ont été voulus par la loi. Nous avons besoin d'un outil, d'un instrument pour faire en sorte que le développement durable soit une réalité concrète. Il y a un intérêt certain pour l'administration à aller dans ce sens. Jusque-là, seule la primature disposait d'un comité de développement durable. L'installation de cet instrument de promotion du développement durable est prévue dans d'autres structures les jours à venir. Toujours dans le domaine de l'environnement, un projet de gestion des pesticides qui répondent plus à certaines normes vient d'être lancé à Soubré. Les acteurs du monde rural ont été sensibilisés sur le sujet. C'est une initiative de l'État et de la Banque mondiale, nous dit Hervé Blé. À Soubré, dans cette grande zone de production agricole, comme dans plusieurs autres à travers la Côte d'Ivoire, les paysans, pour améliorer leur rendement et lutter contre les mauvaises herbes, utilisent des tonnes de pesticides. Circulent alors des pesticides de toutes sortes, dont certains ne répondent plus aux normes. Ces derniers avoisineraient 6700 tonnes. Afin d'assurer leur bonne gestion, surtout débarrasser la Côte d'Ivoire de ces pesticides obsolètes et les déchets associés, a vu le jour le projet PSI. Avec cet atelier technique de Soubré, le projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire débute sa phase de déploiement sur le terrain. Ces produits peuvent constituer des dangers pour la santé humaine et pour l'environnement. Donc ce projet vient à point nommé pour pouvoir informer l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des pesticides à
pouvoir se mettre au goût du jour sur les bonnes pratiques environnementales pour mieux gérer ces pesticides-là tout le long de leur cycle de vie. Pour nous impliquer, d'abord, c'est de recenser par département, par sous-préfecture, les coopératives ou les acheteurs, afin de les former les responsables. Et eux, à leur tour, vont divulguer les formations dans les sections, dans les villages. Le projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, le projet PSI, lancé en février dernier, est financé par la Banque mondiale à hauteur de 3,5 milliards de francs CFA pour la phase d'exécution. La contribution du gouvernement ivoirien est de 2,25 milliards de francs CFA. Est prévu un cofinancement à travers des projets complémentaires de 10,5 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. Voilà, reportage signé Konepaga Soro et Hervé Blé. Et puis à Dabakala, dans le handball, l'Office ivoirien des parcs et réserves multiplie les actions pour la renaissance du parc national de la Comoé. À cet effet, un plan d'opération a été conçu pour garantir la renaissance de la flore et de la faune dans cet espace. Reportage Kader Sogodogo. Dabakala, 70 km à l'ouest du parc national de la Comoé, accueille l'atelier de suivi trimestriel du plan d'opération 2016 de ce parc. Il s'agit pour l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, et ses partenaires de faire le point de la reconstitution de la flore et de la faune qui avait été considérablement endommagée lors de la décennie de crise. Pour le deuxième trimestre 2016, il est à noter que le parc est couvert par des patrouilles. Avec le soutien de la coopération allemande, un nouvel outil, le SMART, a été intégré dans la surveillance. Plusieurs espèces animales sont désormais visibles dans le parc. La crise a entraîné l'inscription du parc national de la Comoé sur la liste des sites en péril. Donc tout ce que nous entreprenons aujourd'hui devrait à terme nous permettre de satisfaire toutes les conditions exigées par l'UNESCO pour nous permettre de sortir de cette liste-là. Toutefois, certaines mauvaises pratiques, à savoir le braconnage, l'orpaillage clandestin et les introductions frauduleuses mettent en mal le parc. Le parc national de la Comoé, vitrine touristique de notre région, est beaucoup agressé par nos populations. C'est en cela donc que M. le Président du Conseil régional a axé une grande partie de sa politique à travers les sensibilisations, les activités génératrices des revenus, la recherche des financements pour occuper toutes ces populations riveraines afin de les dissuader, n'est-ce pas, d'intégrer ce patrimoine mondial. Le parc national de la Comoé est classé patrimoine mondial de l'UNESCO et réserve de biosphère. Sa superficie est de 1 149 150 hectares. De Dabakala, on revient ici à Abidjan pour voir le nouveau visage d'Adjamé. La commune a un visage reluisant depuis quelques jours. Les voies d'Adjamé Liberté ont été dégagées, donc plus d'embouteillages, plus de vendeuses et de commerçants installés sur les chaussées. Les populations riveraines sont simplement soulagées. Le constat d'Ami Sissoko. Après le passage des bulldozers, Adjamé Liberté présente un visage radieux. Occupation anarchique, insalubrité, embouteillage qui était le quotidien de ce lieu font place à un horizon dégagé. C'est très beau et facilement nous pouvons circuler. Vraiment, nous tirons chapeau au ministre. Moi, je suis à l'intérieur. Je suis arrivé à Abidjan et je me rends compte que vraiment, aux Libertés, là, où les voies étaient encombrées, aujourd'hui, c'est vraiment dégagé et les piétons ont leur passage. La liberté est libre, comme le mot liberté. Pour joindre l'utile à l'agréable, des travaux d'embellissement sont réalisés. L'entretien des jardins, ça dépend de tout un chacun. Chacun doit jouer sa partition. Tu sais que tu es assis dans un jardin, ce que tu as fait, tu fais. Si tu as un sachet d'eau, après l'avoir bu, il faut l'emporter. Ils vont mettre des poubelles. Les riverains ne cachent pas leur satisfaction. On espérait un jour que l'État allait agir et finalement ça s'est fait. Et nous sommes très contents qu'on a le vent qui rentre dans les maisons, nous sommes à l'aise. Moins de bruit et puis surtout moins de pipi et des déchets derrière les fenêtres. Les chauffeurs de véhicules de transport en commun, notamment Gbaka et Otaxi, qui auparavant étaient accusés de favoriser le désordre en ce lieu, eux non plus ne cachent pas leur joie. Ici, à cause d'embouteillage, on n'arrivait pas à traverser, on n'arrivait pas à bien travailler. Bon, aujourd'hui, face à cet énorme travail qu'ils ont fait, vraiment, on est content. C'est seulement dit quand je prends un client de Yopougon pour venir à Gamé,
Quand il me dit non, il vient à Gamay Liberté, moi je lui dis carrément que je ne peux pas. Moi je ne savais pas qu'il y avait une banque ici. C'est tout à l'heure que je viens de voir la banque là. L'opération de déguerpissement n'est pas cependant du goût de tout le monde. On a cassé tout. On a cassé tous nos maquis, on a cassé toutes nos places. Mais là, ici, où on est là, encore là, même mes clients ne viennent pas. Mes clients qui viennent payer poisson, 1000 francs, 2000, 1500, ils ne viennent plus payer. On vient se cacher ici encore là. Ils viennent sur nous, encore, qu'à quitter ici. Donc, on va aller où? On vend, on ne nous laisse pas vendre. Ils ont tout cassé, on a tout perdu. Moi, c'est ce que je prends pour scolariser ma fille. Aujourd'hui, elle en médecine, je n'arrive même pas à payer ses fascicules. Si on nous trouve des sites où on peut aller se débrouiller, il n'y a pas de problème. Ces commerçants mécontents ne manquent pas de squatter les lieux malgré la présence de la brigade de salubrité. Un constat s'impose. Les changements d'Adjamé Liberté sont bien appréciés, mais une inquiétude demeure. La ministre a fait du bon travail. Il faut qu'elle fasse encore parce que vous regardez vous-même, il y a des travailleurs, des commerçants qui s'arrêtent maintenant même pour vendre et ça c'est pas normal. Il faut que le gouvernement même prenne des mesures pour ça. Je salue la ministre de la Salubrité. Je l'encourage à aller jusqu'au bout, qu'elle ne s'arrête pas comme elle avait fait la première fois. Après Adjamé Liberté, l'opération de salubrité va s'étendre au marché Gouro et au boulevard Nandiou-Abrogwa. Cette étape est vivement souhaitée par la population. Vraiment, et donne aussi le côté forum aussi. On a besoin de forum, là on doit dégager le coin là, comme ça c'est bon. Regardez comment il s'est dégagé. Mosquée aussi pareil aussi. L'opération de déguerpissement des domaines publics occupés anarchiquement a été lancée le 30 juillet dernier à Adjamé. Le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement compte l'étendre à tout le district d'Abidjan et autres villes de l'intérieur du pays. Et voilà, un environnement sain pour une bonne santé. Donc la Turquie entretient de bonnes relations avec la Côte d'Ivoire. L'agence de développement à travers l'ambassade de la Turquie en Côte d'Ivoire vient d'offrir 2 ambulances au ministère de la Santé, nous dit Thomas Kessambi. En ce début du mois d'août, à la direction des infrastructures, de l'équipement et du matériel, c'est une ministre de la Santé toute heureuse qui découvre le don de l'agence turque de développement. 2 ambulances médicalisées entièrement équipées pour accroître les capacités d'intervention des équipes d'évacuation sanitaire. Une joie partagée pour la main donatrice. Notre agence de développement a certaines priorités et la santé, c'est une de ces priorités. On va continuer parce qu'on a des excellentes relations avec la Côte d'Ivoire et on est très prêts et on a envie de coopérer dans le domaine de développement aussi. Pour Raymond Goudou Kofi, ce dont il ira combler des besoins déjà identifiés. Nous avons vu l'équipement de pointe qui se trouve à l'intérieur de cette ambulance. C'est la raison pour laquelle nous avons donc, en dehors du CHR de Mans, pensé qu'il serait opportun de remettre l'autre ambulance à une de nos structures, à une structure de 3e niveau, c'est-à-dire un des CHU, parce que vraiment, c'est vraiment la prise en compte des urgences que nous avons à l'intérieur de cette ambulance. La formation des ressources humaines de qualité pour répondre aux défis de la santé, c'est ce sur quoi la Turquie qui devrait aider la Côte d'Ivoire dans cette dynamique. Et vous le méritez amplement. Toujours en santé, les communes de Boaké, Katiola et Odiéné participent en ce moment même à un atelier de planification au titre de l'exercice 2016-2017 dans le cadre de l'initiative Ville et VIH. Il s'agit pour ces communes d'identifier les activités prioritaires de lutte contre le VIH au sida. Reportage Kader Sogodogo. Le 1er décembre 2014, le gouverneur du district d'Abidjan et une cinquantaine de maires du monde ont signé à Paris, lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida, la déclaration de Paris qui vise à mettre fin d'ici à l'horizon 2030 à l'épidémie du sida. Par la suite, en Côte d'Ivoire, 88 communes se sont engagées dans ce projet qui est soutenu par l'ONU-SIDA. Il est fait de plusieurs engagements, dont les objectifs 90-90-90. Pour l'ONU-SIDA, 90% de personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur séropositivité. Ces 90% doivent être sous traitement antirétroviral et enfin 90% des personnes sous traitement doivent avoir une charge virale indétectable. Après l'engagement des communes, il apparaît opportun de planifier la lutte, d'où cet atelier qui réunit les acteurs des communes de Boaké, Katiola et Odiéné, toujours sous l'auspice de l'ONU-SIDA. Cet atelier s'intègre dans le cadre
de 2 initiatives. Ces 2 initiatives ont pour point commun l'objectif de réduire la mortalité maternelle et infantile et néonatale en Côte d'Ivoire. Le district autonome d'Abidjan, qui a très vite compris la nécessité de venir à bout du VIH-Sida, apporte également son soutien. La population mondiale est estimée à environ 7 milliards. Malheureusement, 32% de personnes dans le monde sont atteintes du VIH-Sida. En Afrique de l'Ouest, selon l'ONU-SIDA, la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de cette pandémie. Avec l'engagement des communes, certainement la propagation de la maladie va connaître un coup de frein. Au chapitre éducation, la ville de Guibérois, dans la région du Go, va se doter d'un foyer pour jeunes filles. L'objectif est de lutter contre les grossesses en milieu scolaire. C'est une action de l'association des filles de Guibérois résidant en France. Eugène Atoubé. À l'entrée de la ville de Guibérois, c'est un site qui suscite aujourd'hui l'intérêt des autorités et élus locaux. Il y sera construit un foyer pour jeunes filles, entièrement financé par l'association des filles de Guibérois résidant en France. Le projet se veut une réponse à l'inflation de grossesse en milieu scolaire, phénomène qui touche aussi la ville de Guibérois. Nous invitons tous les cadres de Guibérois. Chacun peut apporter sa petite contribution. Tu peux ramener un voyage de sable, une brouette de sable, une brouette de gravier, ce sera toujours une contribution. Guibérois ne dispose pas de structure d'accueil pour jeunes filles scolarisées. Les élèves des collèges et lycées exposés à toutes sortes de risques, notamment les grossesses contractées contre leur gré avec des tuteurs indélicats. Le futur foyer va coûter 30 millions de francs CFA et sera bâti sur un site de 1200 mètres carrés offert par la mairie de Guibérois. En offrant ce toit-là, elles offrent un lieu sécurisé à leurs jeunes filles pour qu'elles puissent continuer leurs études en toute tranquillité, puissent les achever, obtenir les diplômes pour constituer donc le vivier des compétences de demain. Déjà, la population de Guibérois entrevoit dans ce futur foyer de jeunes filles la maison de l'espoir. Développement de la région du Tchologo. Pour les 3 dernières années, les départements de Kong, Ferkessédougou et Ouangolodougou, ce sont environ 4 milliards de francs CFA qui ont été investis dans la réalisation des infrastructures de base. Le conseil régional du Tchologo s'est retrouvé à Ouangolodougou justement pour faire un bilan. Soro Corona et Kader Sogodogo. Ouangolodougou, la question de la formation de la jeunesse est en passe de trouver une solution. Un centre de formation professionnelle est en cours d'achèvement. On a beaucoup de jeunes qui sont là, qui veulent vraiment apprendre, mais on ne sait pas où. Donc ce centre vraiment va venir nous aider beaucoup. Ce centre de formation professionnelle recevra ses premiers élèves en cette année scolaire 2016 à 2017. Des écoles primaires, des collèges, des centres de santé, l'électrification rurale, le reprofilage et le soutien au secteur agricole. Ce sont environ 4 milliards de francs CFA qui ont été investis dans la région du Tchologo pour son développement dans le cadre du plan triennal 2013 à 2016. Parler des actions déjà, c'est satisfaisant parce que je pense que quand on enlève 100 francs à 1 milliard, ce n'est plus 1 milliard. Améliorer le quotidien de nos concitoyens, c'est faire en sorte que nos concitoyens soient à l'abri de la faim, soient même engagés dans une dynamique de développement intégral. Plus de 3 milliards de francs CFA sont alloués pour la mise en œuvre de ces projets de développement qui rentrent dans le cadre du plan triennal 2016 à 2018. Les priorités restent les mêmes, c'est-à-dire la santé, l'école et l'eau. Et puis viennent ensuite maintenant les problèmes de pistes et les problèmes d'électrification. Cette rencontre de Ouangolodougou s'est achevée par le lancement du tournoi de football des moins de 18 ans. Un tournoi qui prendra fin le 20 août prochain. La municipalité de Komborodougou, département de Korogo, mène des actions en faveur de la population. Elle lui a fait don de matériel agricole et de kits d'entretien. Commentaire Honorine Ngori. Des kits d'entretien et d'alphabétisation, du matériel agricole, des tables et des chaises, c'est le don que vient de faire la municipalité de Komborodougou à Korogo aux populations. Ce sont les groupements de femmes approvisionnant les cantines scolaires, le centre de santé et d'alphabétisation des sœurs, ainsi que l'école maternelle qui ont reçu ce don.
Un geste qui démontre que la municipalité accorde une place importante au volet social. Nos actions tendent donc vers le bien-être des populations. La principale priorité, c'est l'accès, la route de Korowo à Komorodougou. Le bitume se fait jusqu'à Karakoro. Nous aurons souhaité que ce bitume se prolonge jusqu'à Komorodougou. Au nom des bénéficiaires, Sœur Beltran Gema a traduit sa reconnaissance aux donateurs pour tous les bienfaits à leur endroit. Je dis infiniment merci à la mairie parce que c'est depuis plusieurs années qu'on sait que nous sommes appuyés, soutenus par la mairie. Le directeur d'école primaire de cette localité, dont la maison a été ravagée par le feu, a également reçu du soutien de la mairie. Plus de 228 millions de francs CFA d'investissement ont été réalisés dans divers secteurs d'activité par l'équipe municipale. À 13h26, nous allons nous arrêter pour voir ce cercueil roulant comme moyen de transport. C'est un véhicule de 50 ans en épave qui continue de rouler entre Bundiali et Kouto dans la région de la Bagoué. Il faudra vite agir, selon notre reporter Kader Sogodogo, pour éviter le pire. Bundiali-Kouto, nous sommes dans la région de la Bagoué. 42 km séparent les deux localités. Notre attention est attirée par un véhicule de 9 places qui sert de moyen de déplacement pour bon nombre de voyageurs dans cette partie du pays. Le conducteur, approché, au prix de 1000 difficultés, arrive à immobiliser un tant soit peu sa cylindrée. Un véhicule qui a plus de 50 ans. Ça peut avoir 50 ans. La vitesse, il n'y a pas au compteur. Il n'y a pas au compteur. Donc tu ne connais même pas ta vitesse? Ouais. Je ne connais pas la vitesse là. Des passagers qui visiblement ne perçoivent pas les dangers qui peuvent survenir à tout moment. Je n'ai pas peur de la voiture. Oui, il y a la moitié de monter dedans. Et c'est à l'aise dans la voiture. Ne demandez pas à ce conducteur de vous parler de la COP 21 qui a eu lieu à Paris ou la COP 22 qui se prépare. En tout cas, il libère son gaz à effet de serre à chaque vrombissement, avec un seul objectif, arriver à bon port, si Dieu le veut. Un mot de culture. 50 millions de francs CFA, c'est la somme que le bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, met à la disposition des artistes cette année pour sortir des œuvres. Cette somme va être répartie sur les artistes après appel à candidature en 2 sessions. Issa Yeo et Franck Wadio. Un fonds d'aide à la création et à la promotion du répertoire pour aider les sociétaires du bureau ivoirien du droit d'auteur Burida à sortir des œuvres. Une enveloppe de 50 millions de francs CFA repartie en 2 sessions au titre de l'année 2016 a été dégagée. Sur 149 demandes pour la première session, seulement 6 dossiers remplissant les conditions ont pu retenir l'attention du comité de sélection. Une enveloppe de 25 millions pour ces artistes afin de leur permettre de produire leurs œuvres. Selon le président du conseil d'administration du Burida, Célie Sylvain, l'aide octroyée à seulement 6 artistes s'explique par le fait que le Burida veut couvrir la totalité de la production des œuvres. Une 2e session prévue pour le mois de septembre permettra au Burida de dégager une autre enveloppe de 25 millions de francs CFA afin de financer d'autres productions. C'est le lieu de rappeler que les 6 artistes retenus ont déjà perçu la moitié de la somme qui leur est allouée pour commencer leur projet. En religion, l'Église catholique rend hommage à l'abbé Désiré Eliazon, actuel curé de la paroisse Saint-Pierre d'Anmambo. Après 25 ans de sacerdoce, l'homme de Dieu a été célébré. C'est la paroisse Saint-Jean de Cocody qui a abrité l'événement. Malika Koulibaly et Eric Goré. 25 ans, c'est le nombre d'années que l'abbé Désiré Eliasson a passé au service de Dieu. Pour marquer ce jubilé d'argent, la communauté catholique lui rend hommage. Étant notre pur produit, imaginez-vous notre joie. Lorsque vous avez votre enfant, l'enfant que vous avez mis à l'école, l'enfant qui devient PDG, l'enfant qui devient président de la République, c'est une grâce pour vous. Aujourd'hui,
Au nom de toute la paroisse de Saint-Jean de Kodi, je prends la parole pour dire merci au Seigneur. Parce que dans la vie, il faut savoir dire merci. Ordonné prêtre le 14 juillet 1991 par feu cardinal Yago à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, l'abbé Désiré Eliasson est aujourd'hui curé de la paroisse Saint-Pierre d'Anoumambo. Hors de nos frontières, près de 7 millions de Zambiens votent ce jeudi pour élire leur président, leurs députés et leurs conseillers municipaux. Les Zambiens auront à choisir entre Edgar Lungu, le président sortant, 59 ans, et Hakainde Hichilema, 54 ans, le principal candidat de l'opposition à la tête du parti Uni pour le développement national. Rappelons que le président sortant, Edgar Lungu, avait été élu en janvier 2015, après le décès de son prédécesseur Michael Sata en octobre 2014, mais le scrutin avait été contesté par l'opposition. Cette fois, au terme d'une campagne tourmentée, le Parti uni pour le développement national a indiqué qu'il n'accepterait aucune défaite à cause de la crise économique inédite qui frappe le pays. Voilà, et c'est la fin de ce 13h supervisé par Victorine Yaoyobwe. Merci de votre fidélité.